les images, elles sont impressionnantes, hein. Ces images de blindés, Oui. de chars qui se retrouvent carrément dans les rues, qui ont été déployés. Mais moi, personnellement, Amine El Bailly, je comprends l'inquiétude aussi des habitants. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme le dispositif qui a été mis en place pendant les Jeux Olympiques de Paris pour éviter les débordements. C'est-à-dire qu'on est dans la surconcentration de moyens, Oui. dans la surreprésentation de moyens, et des moyens qu'on ne peut clairement pas pérenniser. C'est-à-dire évidemment, ce que dit Thibault, ce que nous disait Thibault, c'est-à-dire que là, une fois que dans quelques jours, les journalistes vont partir, mais les blindés vont partir aussi. Et tout ça, c'est de la démonstration de force à un moment donné. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut aussi élargir la réflexion sur la protection des frontières extérieures de l'Union européenne. Et l'Espagne ne pourra pas agir seule. On a un système Frontex qui a aussi montré à d'autres occasions un certain nombre de défaillances, avec des mesures correctives sur lesquelles les États et les nations d'Europe sont attendus. Je crois qu'on pourrait parfaitement imaginer à terme que des pays comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne s'associent pour pouvoir protéger ces frontières extérieures venues du Sud, avec ces flux migratoires qui sont de plus importantes, avec une pression migratoire de plus en plus soutenue. On a ici les images à Ceuta. On pourrait également... Pardon, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a pu le constater dernièrement, au sein même de l'Union européenne, ils ne sont pas d'accord. Ah oui, et personne n'est d'accord. Vous avez raison. Et c'est tout le problème. C'est qu'effectivement, personne n'est d'accord et qu'il n'y a pas de position commune aujourd'hui pour lutter contre cette immigration clandestine. Et les clandestins, vous savez, et notamment tous ces grands réseaux de passeurs, s'adaptent d'ailleurs s'adaptent au désordre qui a été organisé par les nations d'Europe. On a aujourd'hui des flux migratoires qui sont d'ailleurs plus importants avec l'Italie qu'avec l'Espagne. Ça, on le dit très peu, mais c'est aussi un fait. Et donc, on a besoin aujourd'hui, et on le voit à travers cette coopération avec le Maroc, que les frontières externes de l'Union européenne ne peuvent pas être protégées sans l'aval et sans le rapport diplomatique que l'on doit réenvisager avec le Maroc, avec l'Algérie aussi, avec la Tunisie, puisque ce sont aussi ces pays de départ qui sont effectivement importants pour ces migrants. Donc on doit aujourd'hui relancer cette coopération. Et je trouve que la situation s'est nettement améliorée depuis maintenant un mois, puisqu'il y a moins d'un mois, tout le monde dénonçait effectivement le manque de fermeté et le manque de moyens de la part du gouvernement marocain. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les moyens ont été renforcés, aussi bien du côté marocain que du côté espagnol. Donc quand on met les moyens, quand on surveille nos frontières, ça marche. Oui, mais c'est ce que je vous disais, c'est la même chose quand effectivement on met les moyens pour éviter les débordements lors des Jeux Olympiques, eh ben ça marche, sauf qu'on ne peut pas, à un moment donné, être tout le temps dans la surreprésentation de moyens, c'est-à-dire qu'on règle... on va dire c'est une situation, c'est un moyen d'urgence qu'on met en place, mais Arnaud Klarsfeld, on ne règle pas le vrai problème. Oui, mais c'est une situation structurelle. Et c'est un pansement, en fait. C'est un défi que doit relever l'Europe et que doit relever l'Europe collectivement, parce qu'il faudra dépenser beaucoup d'argent, le faire ensemble. Il y a deux défis. Un défi de ne pas diluer les identités nationales de chaque peuple, parce que chaque peuple, c'est un trésor. L'identité culturelle de chaque peuple européen, il ne faut pas que ça disparaisse. Et en même temps, il faut garder le caractère humain de ce qui est l'Europe. Et donc, il y a deux défis à relever, à la fois protéger nos frontières dans le cadre de la légalité, il faut toujours être prudent, et d'autre part, garder l'humanité qui fait, la caractéristique du continent européen dans une jungle extérieure qui est assez sauvage. Bon, ces deux défis doivent être relevés collectivement. Et quand j'étais président de l'Office de l'immigration et de l'intégration, j'avais proposé, c'était il y a déjà plus de 15 ans, que les demandes d'asile soient traitées en dehors du continent européen, parce qu'une fois que les gens sont ici, ils ont des attaches, et il est très difficile de les expulser en gardant l'humanité qui fait la caractéristique du continent européen. Ce que vous dites, c'est un sujet qui revient régulièrement dans le débat. Mais pourquoi est-ce que finalement on n'y arrive jamais ? Pourquoi est-ce que
c'est quelque chose sur lequel on ne va pas. Ah, ça, je vais demander à Amine. Moi, il faut que je sois prudent et je ne répondrai pas à ce genre de questions. Voilà. Oh, vous savez, Amine. le vrai problème aujourd'hui, il se trouve évidemment dans la conception que l'on a de l'espace Schengen. Le problème avec cet espace Schengen qui prévoit la liberté de circulation dans les États membres de l'espace Schengen, la France en fait partie, mais encore plus récemment la Bulgarie ou la Roumanie, vous savez que si aujourd'hui si vous obtenez un visa Schengen dans l'un de ces pays, eh bien vous avez une liberté de circulation pendant 90 jours à l'intérieur. Ouais, alors attention, ce qui n'est pas le cas à Ceuta ou à Melilla. Ce qui n'est pas le cas à Ceuta ou à Melilla. Alors, on a quand même une situation qui est quand même un peu plus partagée sur la question des mineurs. Oui, puisque je vous rappelle que pour les mineurs isolés, eh bien, ce qui a été décidé d'ailleurs dernièrement par le gouvernement espagnol, c'était effectivement de renvoyer ces mineurs dans les régions ibériques en Espagne. Elles vont être prises en charge dans les structures d'hébergement d'urgence et les procédures se mettront en place. Et une fois qu'on découvrira si elles sont mineures ou pas mineures pour certaines, eh bien, vous savez aussi mieux que moi qu'il est très difficile de les réadmettre dans leur pays d'origine. Donc, et c'est trop tard parce qu'elles seront là, pour le coup, elles seront réellement au sein de l'espace Schengen. Absolument. Et elles constitueront là une charge pour l'espace Schengen. Donc en réalité, l'Europe a créé sa propre impuissance. Les règles de l'espace Schengen, telles que conçues il y a 20 ans, ne sont absolument plus adaptées à la réalité de la situation migratoire de nos pays aujourd'hui, à la réalité des menaces qui pèsent sur notre pays. Et le dernier point, juste une chose, n'oublions pas que le volet migratoire, c'est aussi une forme d'arme, je dirais même de guerre diplomatique que peuvent mener un certain nombre d'États étrangers contre l'Europe. Ce qu'on peut dire, et il y a une forme de naïveté qui s'est créée. Il y a une forme de naïveté qui s'est créée, dupliquée notamment avec la naïveté migratoire, cette fois-ci du gouvernement de Pedro Sanchez, qui a créé un appel d'air migratoire en proposant la régularisation de 500 000 sans-papiers. Donc quand vous régularisez 500 000 sans-papiers, il ne faut pas croire, ça parle dans les pays. Et donc les gens se glissent le mot et les gens se disent, bon, il faut aller en Espagne parce que là-bas, tu as la garantie d'avoir tes papiers et donc tu as la garantie de pouvoir circuler en Europe. Et pour ce qui est des mineurs non accompagnés qui effectivement vont partir certainement en Espagne, le gouvernement de Pedro Sanchez a aussi proposé un regroupement familial pour ces mineurs. Là, ça paraît totalement dingue. Ce qu'on peut dire, Arnaud Klarsfeld. Ce qu'on peut dire tout en étant prudent et en mettant en œuvre les perspectives historiques, c'est que de nombreuses conventions internationales sur le droit des réfugiés ont été signées à une époque où il n'y avait pas tous ces moyens de transport, où personne n'imaginait que des gens venus de pays d'Afrique puissent venir par bateau ainsi en Europe, ou que des gens venus d'Afghanistan puissent arriver jusqu'à... Oui, tout à fait. Alors, toujours est-il que là, ils ne sont pas venus en bateau, ils sont venus à la nage. D'accord. Bon, à la nage, il y en a beaucoup qui ont dû venir à pied ou qui ne peuvent pas faire beaucoup à la nage. Oui, non, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup. Oui, complètement. 10 kilomètres dans l'eau, tout habillé. Il y a eu 83 morts, etc. Donc, les conventions ont été adoptées dans un temps où les gens n'imaginaient pas qu'il y aurait un tel afflux de gens qui puissent venir d'Afrique ou d'ailleurs. Alors en France, les conséquences de l'immigration incontrôlée, on les constate. Ces conséquences, on les constate déjà, notamment à Paris, sous le métro aérien entre les stations La Chapelle et Jaurès. Près d'1 millier de migrants vivent dans des tentes. Je vous parlais des Jeux Olympiques tout à l'heure de Paris. Souvenez-vous que pendant les JO, eh bien, ils avaient totalement disparu. Depuis, ils sont de retour et c'est un véritable bidonville qui est installé désormais en plein cœur de la capitale. Un cauchemar pour les habitants et commerçants qui se plaignent bien évidemment de nuisances. Je vous propose d'écouter ce reportage d'Audrey Legré et François Tiskiewicz. Comme le tiers-monde, voilà, le tiers-monde en plein Paris, tout à fait, c'est le tiers-monde en plein Paris et ça c'est vraiment hallucinant. Voici ce que voit Mickaël chaque matin depuis sa terrasse. Des dizaines de tentes installés sous le métro aérien, où des migrants vivent dans des conditions particulièrement précaires. Il fait très chaud, il manque de moyens à tous les niveaux, il n'y a pas d'urinoir, ils sont très mal accompagnés, plus des problèmes sanitaires. Donc ça, effectivement, c'est insupportable de voir cette situation. Mickaël
dénoncent une situation qui s'aggrave et regrettent l'absence de réponse des autorités. Alors on a écrit plusieurs fois. On a écrit plusieurs fois donc à la mairie de Paris, à la mairie du 10e, à la mairie du 18e. On a écrit au préfet de police, à la préfecture. Chacun se renvoie la balle. La mairie de Paris dit que c'est la faute de la responsabilité de l'État. Et l'État, effectivement, et la préfecture, elle, ne répond jamais. Entre les stations La Chapelle et Jaurès, il serait plus d'1 millier à vivre dans ces campements de fortune. Bagarres, consommation de stupéfiants, nuisances sonores. Ce restaurateur est contraint de fermer plus tôt le soir, par crainte pour la sécurité de ses clients. Tout le temps comme ça, le soir et le midi, les gens battent entre eux, casser les vitrines, casser les voitures, surtout au soir. Après le 22h, 23h. Ça gêne le chiffre d'affaires, bien sûr, parce que normalement, l'été, les gens adoraient profiter le soir, mais là, on ne peut pas ouvrir le soir. Alors que le campement continue de s'étendre, la question d'une nouvelle évacuation se pose. Pour l'heure, aucune date n'a été officiellement annoncée. Voilà, évidemment que pour les habitants de ces quartiers-là, vous imaginez les nuisances au quotidien, sans parler de la baisse de valeur mobilière de toutes ces habitations qui se retrouvent face maintenant à ces campements. Enfin, c'est terrible. La dame avait raison, parce que l'État a une obligation. Si quelqu'un arrive en France, demande l'asile, reçoit un récipicé, eh bien, l'État a l'obligation de loger les gens. Ouais. Et il ne remplit pas ses obligations, non ? Mais complètement. Mais pire que cela. Amine El-Bailly. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les migrants ont compris, avec un discours amplifié par les associations pro-migrants, que quoi qu'il en soit, elles seront hébergées. Vous savez que dans la loi, il y a un principe d'inconditionnalité de l'accueil et de l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire que même si vous êtes, par exemple, frappé d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français, eh bien, vous devez être hébergé. Et si vous n'êtes pas hébergé dans un centre d'hébergement d'urgence, il y a la loi DAO, droit à l'hébergement opposable, qui fait que chaque semaine, les tribunaux administratifs condamnent l'État, entendez bien, condamnent l'État à verser des dommages et intérêts à des familles qui n'ont pas été hébergées dans des structures d'hébergement d'urgence. On a créé dans la loi une logique de solidarité illimitée qui fait que dans un État comme le nôtre, d'abord, nous ne sommes pas capables d'accueillir tout le monde, c'est faux. Nous envoyons un mauvais message et surtout, nous n'incitons pas ces personnes à rentrer chez elles. Beaucoup de personnes ont cru, ont vu, notamment on a vu tout à l'heure le cas à Ceuta, ont cru que vivre en Europe c'était un Eldorado, ont vu des images sur les réseaux sociaux parce que certains proches leur montrent que l'Europe est un Eldorado. On leur montre jamais la réalité. On ne leur montre pas les images que l'on a pu voir ici. Que des familles entières vivent dans des matelas. Sur des matelas, dans des bidonvilles. Et je vais vous dire, il y a une forme d'hypocrisie de la part de l'État sur le sujet de l'immigration qui est absolument même dégoûtante en fait. Mais oui. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'hypocrisie dans le sens où on est en train, pour des raisons idéologiques, de dire qu'il faut évidemment ouvrir les portes à tout le monde. Mais comme on n'a pas les moyens de le faire, on se retrouve à héberger les gens, on parle d'êtres humains là, dans des conditions absolument révoltantes et qui sont, parce qu'effectivement je disais que c'était très difficile pour les habitants de ces quartiers-là, mais ces personnes aujourd'hui, on leur ment. Elles se retrouvent à vivre, comme vous le dites, sur des matelas, dans des conditions déplorables. Absolument. Et c'est finalement l'image de la France. C'est le cadeau que la France fait à ces gens-là. Et pardonnez-moi, mais quand vous invitez des gens chez vous, Arnaud ou Amine, la définition de l'hospitalité, c'est de recevoir les gens avec dignité. Sinon, on n'invite pas. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas une personne qui habite... Il y a des gens qui habitent dans des 15, 16 mètres carrés. Elles ne reçoivent pas chez elles 12 ou 13 personnes à dîner parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Eh bien, là, c'est la même chose. Et vous savez que la saturation du système d'hébergement d'urgence à Paris, et c'est pas rien l'hébergement d'urgence, hein, on a plus de 1,2 milliard d'euros par an. On réquisitionne des hôtels entiers, souvent des anciens hôtels désaffectés qu'on essaye de rénover tant bien que mal pour essayer d'accueillir ces familles dans une logique qui se voulait provisoire.
La réalité, c'est que quand vous faites le tour de certains hôtels, vous rendez compte que vous avez dans des chambres de 9 mètres carrés des familles de 3-4 enfants entassés parce qu'on n'a pas d'autre choix et parce qu'on n'a pas d'autres moyens, on n'a pas d'autres solutions pour les héberger. Et surtout, l'hébergement d'urgence ne vous donne pas de droit au séjour. Et vous avez des familles qui se retrouvent sans papier, accueillis dans des hôtels délabrés et qui finalement constituent à la fois une charge pour nos finances publiques et qui n'apportent rien si ce n'est finalement une immigration économique qui coûte beaucoup trop cher. Mais on a tout faux sur ce sujet-là. C'est-à-dire que finalement, on accueille des gens que l'on finalement met dans une situation totalement qu'on accueille de façon totalement indigne, puisqu'on n'a pas les moyens de les accueillir. Et de l'autre côté, eh bien, on plonge des quartiers entiers, des quartiers avec des habitants dans une situation terrible où ils se retrouvent face à ces bidonvilles et avec évidemment toutes les nuisances que cela comporte. Arnaud. Il y a des conventions internationales, il faut alors les changer ou s'en retirer, mais en tous les cas, il faut faire les choses légalement. C'est un problème, je vous ai dit, un problème complexe pour lequel, pour l'instant, l'État, l'Europe n'a pas trouvé de réelle solution. Les gens ont le droit de venir demander l'asile. Une fois qu'ils sont là, ils ont le droit de demander l'asile. Le dossier doit être traité. Le temps que le dossier est traité, normalement, il devrait être logé. Une fois que, pour certains, parce qu'il y en a, je crois, aujourd'hui 60% qui sont déboutés du droit d'asile. Mais sauf que quand il y a un refus, ils peuvent renouveler la demande. On ne peut pas les expulser. Et donc, ils restent. La demande peut être renouvelée 3 fois. Hein. Elle peut être renouvelée 3 fois. On peut faire une demande de révision. Donc, 3 fois, donc ça allonge énormément le temps de... mais même si vous êtes débouté du droit d'asile, vous pouvez ensuite repasser par la voie de droit commun et demander un titre de séjour. Puis vous faites l'objet d'une OQTF, mais le recours est suspensif. Et vous êtes accueilli dans un centre d'hébergement d'urgence. Et entre-temps, on crée des liens vie privée et familiale. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, des liens avec le pays d'accueil ont été créés. Et donc, on considère que expulser la personne serait inhumain en raison des liens qui ont été créés. Donc on crée notre Je ne fais que décrire une situation sans prendre parti. On crée notre propre impuissance juridique de cette façon-là.